Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme vous le savez, ici nous parlons de football, de tout le football et rien que du football. Avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné du nouvel attaquant du club 2-0, Steve Diory. Salut Diory. Salut Francis, salut à toute la team 2-0. J'espère que tout le monde se porte bien et je suis content de te retrouver aujourd'hui. C'est parfait. Au sommaire de cette émission, nous allons donc revenir sur le sacre du FC Barcelone. Par la suite, nous aurons le débat du jour qui sera consacré au départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid. Nous essaierons de répondre à la question qui est celle de savoir si Carlo Ancelotti est le meilleur entraîneur de l'histoire du Real Madrid. Et enfin, nous allons nous projeter sur la course au Ballon d'Or. Prêt pour le sommaire ? Je suis d'attaque. C'est parti. Alors, Steve, après la Super Coupe d'Espagne remportée par le FC Barcelone, après la Coupe du Roi et maintenant le Championnat d'Espagne, est-ce qu'on peut dire que le FC Barcelone, cette année, est le véritable roi d'Espagne ? On ne va pas se mentir, le FC Barcelone a dominé l'Espagne cette année. Ça s'est vu. Lors de toutes leurs rencontres, ils avaient un style de jeu bien défini et ils sont restés dans leur style. Même s'ils encaissaient beaucoup, en début de saison, ils ont eu beaucoup de faux pas à cause de ce système de jeu mis en place. Mais ils se sont adaptés et ça a fonctionné de match en match. Ils ont été bien huilés, leur machine a été bien huilée. Et on ne peut que s'incliner en fait, parce que le FC Barcelone, ils ont tout dominé. Ils ont eu une malchance contre l'Inter, je dirais, pour la Ligue des Champions, mais le reste, ils étaient au-dessus, à mon humble avis. Effectivement, car si l'on observe, le FC Barcelone cette année était engagé sur 4 compétitions, à savoir la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la Liga et la Ligue des Champions. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, Steve, ils ont remporté 3 compétitions sur 4 et il s'en est fallu de peu pour qu'ils puissent éliminer les Nerazzurri de l'Inter de Milan. Mais au regard des problèmes initiaux du FC Barcelone sur le plan financier, est-ce que tu pouvais imaginer, avec l'arrivée d'Hansi Flick, que le FC Barcelone pouvait atteindre un tel niveau de jeu ? À son arrivée, j'étais encore beaucoup sceptique parce que je me suis dit, il a entraîné le Bayern de Munich, ils avaient un style de jeu bien défini qui était un peu dans l'ADN du Bayern, mais à Barcelone, il fallait un peu plus de subtilité vu que déjà à Barcelone, il y a beaucoup plus de jeunes, on se repose sur la Masia et tout, un tiki-taka, jeu au sol, ballon posé, avoir la conservation du bal et tourner toujours autour des surfaces. Mais après, on s'est rendu compte que le football, ça a donné quelque chose. Parce que c'est bien évidemment, ils ont, durant toute la saison, beaucoup eu de problèmes défensifs. Mais ça n'empêche qu'ils aient réussi à marquer beaucoup plus que l'autre. En fait, dans le football, pour gagner, il faut marquer plus que ton adversaire. Ça, c'est un fait. Donc, ils encaissaient 3, ils marquaient 4. Ils encaissaient 5, ils marquaient 6. Donc, et au fur et à mesure que la saison évoluait, ils ont été très cohérents dans leur système de jeu. Et c'est pour ça que ils ont dominé à peu près toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. Donc, on ne peut que féliciter Flick encore pour son travail. Effectivement, en plus de cela, en dehors du Flickball, ce que l'on peut aussi noter de façon notoire, c'est la capacité qu'Hansi Flick a pu réussir à mettre en évidence le piège du hors-jeu qui a terriblement fonctionné. Et l'image qui me vient à l'esprit, c'est le premier Classico au Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et le FC Barcelone, où Kylian Mbappé, de mémoire, est 8 fois hors jeu. Et tout le long de la saison, ils ont gardé ce côté défense très haute afin de mettre les joueurs adverses en position de hors jeu. Mais en outre, le travail d'Hansi Flick a été remarquable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe sur le plan offensif a été exceptionnelle. Quel est ton regard sur les performances du trio
offensif qui m'a l'air d'être le meilleur trio actuellement au monde, à savoir Rafinha, Lamine Yamal et le serial buteur Robert Lewandowski. Effectivement, je voulais en parler et surtout d'un joueur en particulier. On va beaucoup parler de Lamine Yamal qui est un talent pur, un talent générationnel. Je pense même que c'est le meilleur joueur avec Pedri, meilleur joueur de Barcelone. Mais je veux mettre son point de main sur Rafinha. D'accord. Rafinha il a eu une croissance incroyable cette saison. Cette saison, il était magistral parce que l'année passée, on ne le savait pas aussi tueur devant le but. Surtout comment dire, sur cet aspect de son jeu, il n'était pas vraiment tueur. Il était beaucoup plus un joueur de ballon avec des coéquipiers, des 1-2 et des remises et tout. Mais là, on l'a trouvé tueur devant les buts. Il te marque à 90% du temps. On l'a vu contre le Real, franchement, toutes les actions qu'il a eues contre le Real de Madrid, lors des 4 classicos qu'ils ont joués, il a quasiment marqué. Il a toujours été découvert. Voilà, il a toujours été décisif. Donc, cette attaque-là, Rafinha, Yamal, Lewandowski, elle a fait peur. Durant toutes les équipes qu'il a rencontrées, ils avaient peur de prendre la tasse, en fait, parce que ils effrayaient tout le monde. C'est vrai qu'à un moment donné, avec les pépins physiques aussi, pendant un moment, c'était Yamal, après Lewandowski, mais ils n'ont pas cessé de continuer à évoluer surtout avec les remplaçants comme Ferran Torres, qui est sorti comme dirait l'autre, qui est sorti de l'université du Tokaris. Parce que vraiment, là, on a reçu un Ferran Torres efficace, mais c'était incroyable de le voir autant marqué aussi. C'est vrai que sans te couper, effectivement, Ferran Torres, beaucoup de spécialistes et d'observateurs se sont demandé pourquoi il avait coûté aussi cher au FC Barcelone. Je crois que c'est plus de 50 millions d'euros. Mais quand on voit son côté super sub cette année, on peut dire que le Barça a une sorte de rentabilité. Effectivement, parce que on s'est moqué de Ferran Torres quand il est arrivé à Barcelone parce qu'il ne savait pas comment se placer, il ratait devant les buts et tout. Et cette saison, lui aussi, il a félicité parce qu'il a réussi à tenir la baraque quand Lewandowski était blessé et tout. Donc, on a vu un effectif vraiment de Barcelone bien fourni avec les jeunes de la Masia, les Koubarsi, les Firmin et tout. Vraiment, ce sont des jeunes qui ont vraiment voulu montrer que, Barcelone est de retour et on l'a tous vu. Barcelone a marché pratiquement sur l'Europe. D'accord, c'est parfait. Mais tu fais bien de mentionner la montée en puissance, pardon, et la progression de Rafinha. C'est vrai qu'il était en ballottage défavorable quand il est arrivé parce que si je ne m'abuse, il est arrivé au même moment qu'Ousmane Dembélé et Philippe Coutinho, mais il a réussi à faire son bonhomme de chemin. Cette année, il a plus de 50 buts quand tu cumules les goals et les assists. Il a toujours été déterminant. Je ne parle même pas de Robert Lewandowski qui chaque année, je trouve qu'il est surcoté. Je crois que c'est parce qu'il est polonais, mais chaque année, il est toujours parmi les meilleurs buteurs toutes compétitions confondues. Là, actuellement, il est actuellement à 40 buts et j'ose croire que sa blessure était beaucoup plus grave que prévu parce que je pense que s'il n'était pas blessé, peut-être le Barça aurait eu un rendement supérieur. Et que dire de Lamine Yamal qui, un jeune homme de moins de 18 ans qui réussit à performer à un tel niveau mondial, c'est exceptionnel. C'est encore lui qui marque le but qui permet au FC Barcelone d'avoir le titre en Liga cette année, accompagné par Firmin. Mais moi, s'il y a 2 joueurs dont j'aimerais mentionner le travail de l'ombre, c'est Pedri, mais c'est surtout le retour au niveau de Frenkie de Jong. Et effectivement aussi, oui, j'avais aussi envie de parler de Franck de Jong parce que à un moment donné, les Barcelonais déjà ils voulaient le jeter là, les assurances, faut pas avoir, ils voulaient le chasser en fait. Et effectivement, ils voulaient l'envoyer sur le banc, ils voulaient quasiment le chasser. En janvier, on voulait qu'il parte quelque part et tout.
Mais c'est ça la marque des grands joueurs aussi. C'est dans l'adversité ils se sentent pousser des ailes et qui reviennent à leur meilleur niveau. Frenkie de Jong a été énorme ces deuxièmes parties de saison. Et ne manquons pas de parler de Pedri, et d'être le futur Ballon d'Or. Parce que lui aussi, il a cette justesse technique-là. Il a cette facilité à manier le ballon qui est incroyable. Vraiment, vraiment. On ne peut que, même si on supporte d'autres équipes, lui, on ne peut que l'admirer, on ne peut que l'applaudir parce que il est fin technique, il a la passe juste, il a le contrôle, le bon contrôle, la bonne feinte et tout. Non, c'est aussi un génie du football. Et c'est que, et vraiment, applaudissons encore et encore ce petit Lamine Yamal. Un petit de 17 ans, et il n'a même pas encore 18 ans, il n'est même pas encore majeur dans certains pays du monde, mais il réussit à déstabiliser des équipes. Je comprends pas. Dès qu'il a le ballon, tout le monde a peur. Ce sont des prises à 2, prises à 3 pour essayer de le contenir, mais il n'arrive pas. Regarde son but d'aujourd'hui. C'était et c'était époustouflant. Son but là, tout le monde coupé, ça me rappelle le but qu'il a marqué contre l'équipe de France à l'Euro. Une frappe aussi lointaine. Un golasso, comme on le dit souvent. Franchement, Lamine Yamal, je suis très étonné. Il joue avec une telle insouciance et il est la preuve vivante que beaucoup d'observateurs estiment que le football est en train de mourir. Mais en regardant Lamine Yamal, je me dis le football a encore de très beaux jours dans l'avenir. Effectivement, c'est ce genre de joueurs en fait qui font en sorte que nous avons commencé à aimer le football. Quand je repense à mon époque, à l'époque des Ronaldinho, des Robinho et tous ces gars qui nous faisaient aimer, les Brésiliens en particulier, ces gars qui nous faisaient aimer le football, c'est des personnes avec du génie, vraiment des actions qui étaient incompréhensibles pour d'autres, mais qui étaient naturelles pour eux. Donc c'est ce que nous reflète Lamine Yamal. Parce que ce gamin, il est incroyable, il est fort. Si tu supportes son équipe ou pas, tu ne peux que t'incliner. Et regardons par exemple sa saison, en fait, depuis l'Euro jusqu'à maintenant, il est une part ascendante. Il a évolué à chaque match et il montre encore plus mais ce gamin, oui, où va-t-il s'arrêter en fait? C'est la seule question qu'on peut se poser. Effectivement. Bon, maintenant, comme l'avait dit le 9 national, le plus important, c'est de continuer sur le long terme. Tout le monde peut briller une saison. Avant lui, il y a eu Ansu Fati. On espère que Lamine Yamal, pour le bien du football, continuera à jouer à ce niveau stratosphérique. Le FC Barcelone vient donc de remporter un nouveau titre de champion d'Espagne. Selon toi, de par ce que tu as vu cette année, les 3 titres sur 4 du FC Barcelone cette année, est-ce qu'on peut dire que cette année signe le grand retour du FC Barcelone et que sur le long terme, cette équipe sera amenée à dominer pour les prochaines années? Oui, on peut dire que c'est le retour je vais pas dire du grand Barça, mais c'est le retour quand même d'un grand d'Europe. Parce que le Barça, ne l'oublions pas, malgré les dernières années qui ont été compliquées, Barcelone reste un grand d'Europe, même si c'est souvent compliqué. Mais aussi, surtout en Espagne, je dirais, ça contraste avec le manque de constance des équipes comme le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Parce que n'oublions pas, rappelons-nous, en janvier, par exemple, le Real Madrid avait 10 points ou plus. 9 points avant le FC Barcelone. Mais ça confirme que le FC Barcelone, à un moment donné, avait 7 points d'avance sur le Real Madrid. Effectivement. Mais en fait, quand tu es dans ce genre, les grandes équipes, en fait, quand ils ont un certain nombre de points sur une autre, rarement la deuxième équipe réussit à revenir au même niveau que la première. Mais le Real Madrid avait 10 points d'avance
l'Atlético Madrid avec moins 5 points d'avance sur eux. Donc, ils étaient encore en train de se chercher, en fait. C'était la période où ils étaient en train de se chercher, de trouver le bon équilibre par rapport à leur système de hors-jeu et tout. Mais après, le Real de Madrid, par exemple, il s'est beaucoup savordé aussi et a redonné un souffle de vie à Barcelone qui a traumatisé le Real de Madrid durant toute cette saison. Dans 4 classicos sur 4, waouh. C'est vrai que la saison dernière, c'était la même chose côté Real. Merci de le mentionner parce que beaucoup de personnes relèvent le fait que le FC Barcelone a remporté à chaque fois la Classico cette année, mais ils oublient que l'année dernière, c'était l'inverse. Donc, merci de le mentionner. Effectivement, et il oublie très vite parce que bon, on sait aussi que le football va très vite, que on juge toujours le moment présent et on oublie souvent ce qui s'est passé avant. Mais cette saison quand même, je dirais le Real et l'Atlético n'ont pas été au niveau réellement pour pouvoir tenir tête au FC Barcelone. D'accord, donc Si je comprends. Oui, vas-y. Ouais, sinon, s'ils étaient à un certain niveau, je crois que ça devait être beaucoup plus disputé. Mais je pense que Barcelone, cette année, avait toujours ses chances d'avoir le championnat. Donc, ils l'ont montré à chaque match, à chaque compétition qu'ils étaient vraiment de retour. Donc, on ne peut que les féliciter pour leur championnat.